Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Daniel Augereau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président de Synergie. Synergie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très très belle histoire d'entreprise, doublée d'une très belle histoire boursière. On va en parler, un groupe que vous créez en 1969, qui est aujourd'hui le premier groupe français indépendant de services pour les ressources humaines. Vous pesez, c'est pas rien, plus d'1 milliard d'euros. 1,1 milliard d'euros, on est précis. Tous les matins, vous regardez sur votre smartphone le cours, j'imagine, non? Plusieurs fois par jour? Disons qu'on s'informe, mais pas plusieurs fois par jour. Non. Bon, donc le spécialiste de l'intérim, si on devait vous résumer comme ça serait réducteur. Vous acquiescez que ça serait un petit peu, voilà, parce que vous êtes chasseur de tête dans la formation. Et en même temps, c'est un secteur dans lequel les gros acteurs ne sont pas français. Non, bien sûr, mais ils sont. Vos rivaux, les gros, ils ont des actionnaires étrangers. Voilà, ça absolument. Qui sont vos gros leaders sur le marché français? Les gros, les Adecco. Vous avez le numéro 1 mondial, Adecco, qui est suisse. Vous avez Manpower, qui est américain. Vous avez Randstad, qui est hollandais. Voilà. Et nous sommes. Il y a le Gaulois. Voilà, il y a le Gaulois. Il y a Daniel Augereau, le Gaulois. Absolument. Bon, rapidement sur les chiffres, encore une fois, vous venez de publier vos résultats. 2017 est une année effectivement très très satisfaisante, très solide pour Synergie. 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est même un petit peu plus que l'objectif que vous étiez fixé. Oui, nous étions fixés une feuille de route pour 2,2 milliards et en fait, on a fait 16,6% de croissance en 2017, donc on a largement superformé nos objectifs. Avec croissance à deux chiffres, c'est intéressant à la fois à l'étranger, mais même sur le marché français, qui est un marché mature quand même. Hein. Le marché est particulièrement croître à deux chiffres quand on est sur un marché mature, il faut le faire quand même. Hein. Le marché est mature, bien entendu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, l'intérim, en l'occurrence la gestion des ressources humaines, tout ça, ça a commencé dans les années 1960, 1970. Ce n'est pas comme certains pays européens qui sont venus beaucoup plus tard, qui sont venus il y a 15 ans, il y a 20 ans. L'Italie, par exemple. Comme l'Italie, où on connaît aujourd'hui des croissances exponentielles extrêmement incroyables. On a fait, par exemple, en 2016, une croissance de 30% sur l'Italie. On est passé à 40% en 2017. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de faire votre métier pour accompagner vos clients dans leur recrutement? Qu'est-ce qui a changé justement depuis 1969 à aujourd'hui? Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui a changé? Si vous voulez, au départ, il y a donc près d'un demi-siècle, le travail temporaire avait été fait surtout, on appelait ça un peu l'impartition, si vous voulez, c'est-à-dire faire exécuter par d'autres le travail qu'on ne peut pas faire soi-même, soit pendant une durée limitée, remplacement de quelqu'un qui était absent, etc., ou pour faire face à un surcroît occasionnel d'activité. C'est plus ça aujourd'hui, l'intérim? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est d'abord autre chose. D'abord, ça a pris des dimensions quand même relativement fortes. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, c'est près de 700 000 personnes qui ont travaillé en équivalent temps plein dans ces métiers de gestion flexible de personnel, parce que tout simplement, ça s'adapte à l'économie aujourd'hui qui est mondialisée, qui est passée largement de l'économie européenne à l'économie mondialisée, et que tout se gère en flux tendu, et comme la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Bon, alors j'ai découvert en préparant l'interview qu'en fait, l'intérim, ça concerne aussi les cadres. On pense souvent que l'intérim concerne les emplois intermédiaires. Absolument, pour une raison également simple, c'est que beaucoup de cadres ont envie de faire plusieurs expériences aussi. C'est leur choix? C'est pas subi? Non, c'est souvent un choix. Bien sûr, parfois c'est subi, mais nous avons un nombre assez important de cadres de différents métiers qui recherchent justement à acquérir des compétences nouvelles, à rajouter des compétences à celles qu'ils ont en faisant plusieurs tours dans des entreprises différentes. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que vous le vendez bien l'intérim, mais on sort un peu du sujet, mais c'est juste que quand on enchaîne, encore une fois, les contrats intérimaires, et il y a toujours cette logique de quand on veut se prendre un appartement ou une maison, et qu'on prend un crédit immobilier, ça reste toujours très compliqué. Aujourd'hui, ou c'est plus vrai, ça? Non, c'est plus vrai. Il y a encore des aménagements qui se font de manière régulière, mais aujourd'hui, on peut sans aucun problème avoir quasiment les mêmes avantages que pour les emplois fixes. D'ailleurs, on a le meilleur exemple, ce sont ce qu'on appelle le CDII, c'est-à-dire le contrat à durée indéterminée intérimaire.
sur lequel nous nous sommes engagés depuis 2014 et qui nous fait embaucher de manière ferme en CDI. Quelle est la part de CDI Pour l'instant, si vous voulez, la part est encore assez faible. modeste. Nous nous sommes engagés au niveau de la profession à créer environ 25 000 CDI d'ici la fin de... Nous étions engagés d'ici la fin de 2017. On est largement dans les clous, comme on dit. Et en ce qui nous concerne, nous avons à l'heure actuelle un peu plus de 2000 de ces contrats. Bon, on a envie d'avoir votre grille de lecture quand même sur ce qui se passe en France, parce que on sait qu'on a quasiment 4 ou 5 millions de demandeurs d'emploi, ça dépend comment on prend les catégories, et en même temps, dans le même temps, on a 80-90% des PME, des ETI qui nous disent avoir du mal à recruter. Alors à chaque fois, on se dit ces fameux 300 000, 400 000, 500 000 emplois non pourvus, et on a envie de tomber de sa chaise quand on entend ça avec autant de chômeurs. Tout simplement parce qu'il y a toute une situation, il y a une assistance, il y a peut-être aussi il y a une réforme du chômage qui serait en cours à l'heure actuelle. Je crois que c'est une bonne chose, vraisemblablement. Qu'est-ce qu'il faut réformer D'abord, ce qu'il faut... Parce qu'il y a à la fois le chômage, il y a la formation professionnelle, il y a beaucoup de choses. Je crois que c'est un tout, c'est-à-dire qu'il faut allier l'ensemble, c'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus attentif, sans doute, à ceux qui viennent s'inscrire au chômage pour les prendre en charge, mais pas uniquement pour les indemniser, c'est ça que je veux dire. Il faut réduire les indemnités pour mettre plus d'argent sur l'accompagnement, c'est ça vous écoutez ? Je pense que c'est une des directions sur lesquelles il faut aller, et je crois savoir que c'est une volonté du gouvernement actuel et bien entendu du patronat. Ouais, même si l'indemnisation moyenne en termes de durée, on sait que ce n'est pas 2 ans, c'est je crois 6 mois ou 8 mois, je sais pas, oui, là je parle sur le contrôle, hein, oui, tout et que l'indemnité moyenne, ce n'est pas 5 000 € comme les cadres qui sont au plafond, mais on est à 1000 et quelques, même pas. Oui, mais ce qu'il faut, c'est à partir du moment où on prend d'une manière relativement sérieuse, et Pôle emploi essaye, comme on dit, de s'y employer le plus possible. Je crois que nous, d'ailleurs, on joue notre rôle dans ce domaine, puisqu'en fait, on peut considérer que nous avons accès à toutes ces candidatures de gens qui sont au chômage, puisqu'on travaille en collaboration souvent avec tous les organismes Pôle emploi dans les grandes métropoles. Pourquoi ça ne matche pas, encore une fois, tous ces millions de demandeurs d'emploi avec ces 500 000, 600 000 emplois non pourvus, parce que la compétence n'est pas la bonne, l'employabilité n'est pas bonne, c'est ça ? Il n'y a pas que ça. On est aujourd'hui aussi dans un monde qui évolue énormément. Vous avez des emplois qui se créent, nouveaux, qui n'étaient pas imaginés il y a quelques années. Par exemple, l'accès à l'utilisation aujourd'hui de toutes les nouvelles technologies, la digitalisation, les plateformes web, etc. On parle d'emplois très très qualifiés ou Mais c'est tout simplement une nécessité pour un certain nombre de gens de prendre le train en marche de cette évolution technologique. Alors il y en a qui sont prêts à le faire. Il faut les former pour ça, parce qu'on n'a pas, pour l'instant, notre éducation nationale est un peu dépassée par la vitesse à laquelle les nouvelles technologies avancent. Là, on est bien avant l'arrivée sur le marché du travail. On parle de l'éducation supérieure, on parle de... Absolument, oui. Bon, mais à vous écouter, on a envie de savoir quels sont les secteurs où il y a pénurie de main-d'œuvre. Alors ou problème de qualification, ce qui n'est pas la même chose. Alors il y a le problème de qualification, je l'ai dit tout de suite, sur les métiers nouveaux qui se créent, et en particulier tout ce qui est lié, comme je l'ai dit, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais vous avez aussi beaucoup de métiers qui sont plus ou moins décriés et pour lesquels, par exemple, dans des métiers par exemple de l'industrie, je prends par exemple dans la construction navale, vous recherchez, nous avions des besoins, nous avons des besoins réguliers de gens qui travaillent les métaux, comme les tuyauteurs, les soudeurs, etc. C'est pas des métiers qui sont tellement enviés par. Il y a des jobs là-dedans, mais il n'y a pas en face. Voilà. Il n'y a pas les compétences où les gens n'ont pas envie de travailler là-dedans. Il y a les deux. Il y a à la fois les gens qui n'ont pas envie de travailler là-dedans, il y a aussi les compétences. Et résultat, on est obligé de faire appel à du personnel étranger. Bon, la croissance revient encore une fois, mais le chômage ne baisse pas. C'est désespérant. La réforme la plus urgente pour vous à mettre en œuvre?
Vous qui êtes un acteur de terrain, qui mieux que vous La réforme la plus urgente, c'est véritablement de se pencher sur le problème. L'Unédic est presque au bord de la faillite avec 37 milliards de déficit, c'est absolument invraisemblable. Il faut bien quand même se pencher là-dessus de manière extrêmement sérieuse. Ceci dit, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien prendre en charge et en compte chaque personne qui se trouve au chômage ou qui est en recherche d'emploi, pour faire de gros efforts en matière d'accompagnement et peut-être de tout faire comme nous essayons de nous le faire nous-mêmes, puisque nous avons des investissements extrêmement forts en matière de formation, beaucoup plus que les normes exigées. Hein, les normes exigées, c'est quoi? Voilà. J'ai plus ça en tête, c'est 1 et quelques %, c'est ça? Non, c'est 1,2% sur le plan de l'ensemble des entreprises. Mais pour nous, nous avons signé des accords, nous sommes à 2,5% au niveau de la profession. Et en ce qui nous concerne, nous, Synergie, nous mettons plus de 3,2% au niveau de la formation. Pour former. Voilà, former, essayer de faire qu'un certain nombre de personnels en recherche d'emploi dans certains métiers qu'ils n'ont jamais pratiqués et pour lesquels ils n'ont pas eu la formation, puissent se découvrir eux-mêmes par des entretiens beaucoup plus approfondis. Vous faites ce que Pôle emploi fait mal, quelque part, non? Disons qu'on essaye de faire ce que Pôle emploi essaye de faire aussi, mais nous, on a un but précis, si vous voulez, c'est de remettre tout de suite sur le marché du travail quelqu'un qui, justement, ne l'était plus. Voilà. D'où l'idée de réduire derrière, j'ai compris en termes de politique publique, de réduire la durée d'indemnisation voilà. Jusqu'à 2 ans maximum, même si dans la réalité, encore une fois, on est sur, je sais pas, on est sur 6 mois, 8 mois, je crois, en moyenne. Oui, bien sûr, mais vous connaissez mieux le chiffre que moi. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Il faut sans doute aussi que les contrôles soient renforcer le contrôle des soient renforcés. Le problème n'est pas de dire on prend des sanctions, mais je pense que quelqu'un qui refuse 2 à 3 fois un poste dont il a, après analyse, après entretien, la possibilité de l'occuper, je crois que là, il faut être un peu plus sévère avec. Alors, en France, en tout, 656 agences en tout dans le monde. Forte présence en France, évidemment, la moitié du chiffre d'affaires. Grosse présence à l'étranger. En Europe, une vingtaine d'agences à ouvrir en France, je crois, cette année. 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est l'objectif que vous souhaitez réaliser à l'étranger en 2018. On fait le même métier, enfin vous faites le même métier, pardon, en France et en Allemagne, en France, en Italie, en France, en Slovaquie. Qu'est-ce qui change ? Au-delà de la langue. Si vous voulez, au-delà de la langue, il y a la culture du pays. Il y a aussi parfois les spécificités de chaque pays. Il est certain qu'on ne détache pas les mêmes types de personnel, par exemple en Australie ou en Belgique. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas les mêmes entreprises. C'est pas les mêmes spécificités professionnelles. Hein. Je parle de l'Australie parce que là, on détache davantage des ingénieurs. Pour la recherche pétrolière, la recherche de certaines productions minières, par exemple, aussi. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. En Belgique, on n'est pas dans la recherche pétrolière. Ça se saurait sinon. Hein, ça se saurait sinon. Le plat pays, ça se saurait. En effet. Donc, mais globalement, la trame de notre activité est la même quand même partout. Bon, quand on regarde un peu votre série d'acquisitions, on voit qu'il y en a quasiment une toutes les 5 ans. La dernière, c'était l'an dernier, en Autriche. Et vous avez confirmé que vous n'avez pas à attendre 2022 pour la prochaine. Dès 2018. L'année d'avant, on avait fait également une entreprise assez importante en Allemagne. Bon, et donc cette année, en 2018, il y aura des acquisitions prévues, vous l'avez dit. Oui. Est-ce qu'on sait déjà un pays où vous voulez aller? Ça sera en Europe, on s'en doute. Ce sera l'Europe du Nord principalement, sûrement. On est plus attaché dans ce domaine à développer l'Europe du Nord, en particulier dans les pays scandinaves et en Allemagne du Nord. C'est un prédateur aujourd'hui? Vous n'êtes pas une proie, par exemple, pour les gros, les Adecco, tous ceux qu'on a cités? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous tenons bon notre actionnariat. L'irréductible gaulois tient bon. Un mot de votre parcours boursier, parce qu'il est vraiment exceptionnel. 400% de hausse en 5 ans. Même depuis le début de l'année, vous résistez. Hein. J'ai vu à ce matin plus 5%, là où le CAC est déjà à moins 3, même si je ne sais pas s'il faudrait comparer par rapport au CAC 40. Bref, mais sinon, est-ce qu'on se dit waouh, super, c'est génial, mais c'est le passé, c'est le rétroviseur? Est-ce que vous, en tant que président, pouvez dire aujourd'hui,
On en a encore sous le pied, Synergie, ça a encore du potentiel sur les marchés, après encore 400% de hausse en 5 ans. Bah écoutez, les investisseurs, ceux qui font confiance dans l'investissement qu'ils réalisent en achetant des actions de l'entreprise, ne le font pas comme ça, c'est pas une loterie, hein, donc ils le font parce qu'ils voient, par exemple, que depuis la création de la société, comme vous dites, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 1969, nous n'avons jamais eu une seule année déficitaire, nous avons toujours eu des résultats, et ces résultats sont toujours en progression. Notre développement l'accompagne, bien entendu. Donc il y a encore du potentiel sur le titre. Il y a du potentiel sur le titre. Alors souvent, on nous pose des questions, comment vous voyez les choses dans 5 ans, dans 10 ans? Oh là, c'est loin ça. Je répète à chaque fois, Ah vous ouais. savez, je ne suis pas devin, mais une chose est certaine, ce que je sais, c'est que nous allons continuer à nous développer, nous allons continuer à avancer. Et quand on fait des projections, par exemple, comme on l'a fait l'année dernière, pour 2017 de 10% de croissance et qu'on en fait 16, ben on espère faire la même chose cette année. Donc le meilleur n'est pas derrière vous, c'est ça? Non, au contraire, il est largement devant nous. Écoutez, j'espère qu'on se reverra dans 5 ans et qu'on aura encore 400% de hausse sur le titre, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci à vous, Daniel Augereau, donc le président de Synergie, était votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous.